nous allons nous intéresser dans cette vidéo à la programmation orientée objet et présenter ici les grands principes de ce modèle de programmation. Alors, à l'origine, la programmation orientée objet a été conçue pour faciliter la vie du développeur. En effet, si on remonte quelques années en arrière, la programmation procédurale et notamment le C a connu un fort essor. Mais ce modèle de programmation posait plusieurs difficultés, la maintenance du code et son évolution. De ce fait, des personnes se sont intéressées à ce problème et ont imaginé un modèle de programmation qui soit plus en relation avec le modèle de pensée humain. Et c'est vrai qu'un être humain, depuis qu'il est né, est habitué à évoluer dans un monde d'objets et à interagir avec eux. Donc ils se sont dit, on va imaginer une façon de faire, une façon de programmer qui aille dans ce sens-là pour que ce soit plus facile. Également, la réutilisation du code était un des critères importants qui a conduit à l'élaboration de ce modèle. Donc le raisonnement est simple, c'est on va construire des objets autonomes de type primitif et ces objets, on va les assembler entre eux pour donner naissance à des produits finaux. Par exemple, si je conçois un composant électronique, une résistance, elle doit être duplicable et utilisable dans tout autre produit électronique. Et c'est là qu'on a la réutilisation du code. Il y a des notions importantes qui font la programmation orientée objet, et notamment le couple classe-objet. Une classe, en fait, c'est les spécifications de l'objet, le descriptif de l'objet. Par exemple, on prend une classe voiture, donc les spécifications de la voiture, par exemple la Peugeot 205 ou ce genre de choses. Donc sur papier, je vais décrire comment doit se comporter cette voiture, sa taille, son moteur, etc. etc. Et ensuite, je vais donner ce papier à l'usine qui va entamer le processus de fabrication. Et j'aurai alors X objets de ce type-là, de ce modèle-là de voiture. On a également le principe d'encapsulation, où on va dire qu'un objet, il y a une partie publique et une partie cachée. La partie publique servira à l'utilisateur de l'objet à le manipuler, mais on cherche malgré tout, lorsqu'on est concepteur de cet objet-là, on cherche à ce que l'implémentation interne de l'objet ne soit pas accessible. Si je prends un poste de télévision, si je veux l'allumer, je ne vais pas m'amuser, moi, à prendre les fils et à les mettre dans des sucres sur le courant directement. Je vais utiliser le bouton on-off de mon poste de télévision pour allumer. On parle ici d'interface. Et toute la mécanique à l'intérieur, forcément, est cachée pour ici des raisons de sécurité. Un autre exemple, si on repart sur l'idée de la voiture, ce n'est pas moi directement qui vais manipuler les roues de mon véhicule. Ça serait dangereux et en plus pas pratique. J'utilise une interface qui est le volant. Et c'est elle qui me permettra, de manière sécurisée, en gardant les roues parallèles à chaque fois, c'est elle qui me permettra de donner la direction de mon véhicule. Ça, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Le principe de composition également. On conçoit des objets primitifs. On va créer X objets de ce modèle-là, par exemple une résistance, et après, on va utiliser des instances de cet objet-là pour composer d'autres objets. Donc ça, c'est le principe de composition en programmation orientée objet. Également, un objet peut se servir d'un autre objet pour faire son travail. On a ici un objet A, à côté un objet B. Chacun ont deux fonctionnalités qui leur sont propres. Il se trouve que la fonctionnalité A, à un moment, a besoin de la fonctionnalité B1 pour faire son travail. Donc, elle va passer un appel à cet objet, va se servir, va appeler la fonctionnalité. La fonctionnalité B1 va
faire son travail, donner une réponse, et la fonctionnalité A1 pourra continuer son travail et donner le résultat attendu. On a également le principe de mise en facteur du code. On va construire des objets, on va peut-être s'apercevoir au bout d'un moment qu'il y a des parties communes à nos objets. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que d'avoir des instances spécifiques, on va regrouper en un seul objet ces parties communes, et en termes de réutilisation et surtout d'évolution et de maintenance, ça sera quand même beaucoup plus facile. Le polymorphisme. Un exemple simple. J'ai un homme et un oiseau. Ces deux entités disposent d'une propriété, d'une méthode plutôt, qui est se déplacer. Alors forcément, le comportement de cette méthode, même si elle a le même nom, sera différent. Le résultat sera pour un marcher et pour l'autre voler. Le polymorphisme, c'est la capacité pour un objet de changer de type en cours d'exécution du programme. Un peu comme si j'étais dans un jeu vidéo. Au départ, j'ai un personnage qui dispose de capacités de base, donc je me déplace pas trop vite, j'ai une méthode attaquée qui n'est pas très puissante, etc., etc. Puis au fil du jeu, je gagne des points. Et au bout d'un moment, mon personnage de base va voir sa méthode déplacée, enrichie de capacités supplémentaires. C'est ça le polymorphisme.